Nous sommes maintenant avec notre avant-dernier invité. On a une brochette d'invités, on passe de l'un à l'autre. Il peut y avoir, et moi j'ai été le premier à rencontrer, même si on a réussi quand même à débuter à l'heure parce qu'on a un formidable service technique. J'ai un formidable service technique derrière moi pour permettre d'animer ces émissions. Mais voilà, ça se télescope, des petits soucis, mais qu'on arrive à résoudre avec de la bonne volonté et la foi justement dans ce que nous faisons. Merci Jacqueline. Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, vous êtes, vous, un habitué de ces matinales. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Monsieur Stocker. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Ça a été très compliqué car je suis, pour me ressourcer régulièrement dans mon village dans l'Orne. Et nous avons un camion qui faisait du débardage hier et qui a arraché 3 poteaux électriques le long de la route. Donc, je me retrouve maintenant dans la salle de réunion de la mairie de mon village, entouré de tous les présidents de la République, dont il y a les portraits depuis M. René Coty jusqu'à M. Macron. Et à l'issue de notre rencontre, je retrouve ici mes voisins éleveurs, agriculteurs, pour un petit point sur ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je préfère venir les voir chez eux plutôt que d'aller me pavaner au salon de l'agriculture en costume cravate pour pouvoir passer aux informations de 20 heures. Voilà. Vous aimez cette France rurale, cette France qui anime et qui a animé d'ailleurs vos ancêtres. Et ce n'est pas voilà, la foire du salon de l'agriculture. Alors, la campagne, pour moi, vous savez, si la France est belle, c'est grâce aux agriculteurs. Aujourd'hui, on traite les gens de paysans, c'est devenu un mot péjoratif, mais le paysan, c'est celui qui façonne le pays. C'est celui qui nous permet de nous nourrir, c'est celui qui nous permet d'avoir une campagne absolument magnifique, que vous partiez du nord au sud, de l'est à l'ouest de la France. La végétation est différente, les élevages sont différents, les forêts sont différentes, et c'est ce qui fait notre pays beau, et c'est grâce à eux, c'est eux qui l'entretiennent. Et je dirais aujourd'hui, en France, le régalien n'est plus là, c'est-à-dire tout simplement nourrir sa population, soigner sa population, protéger sa population. Et quand je dis protéger, je parle de la police, gendarmerie, justice et l'armée. Et en France, on n'a plus rien de tout ça. Et on galvaude nos agriculteurs et on fait des contrats, on fait des accords internationaux qui leur rendent la vie toujours plus difficile. Et eux essayent de suivre les normes stupides qu'on leur donne depuis des années, aussi bien européennes que françaises. Et ils ont un métier tous les jours plus difficile. Et c'est regrettable. Et c'est vrai, moi, je suis moi aussi un peu hein, chez moi. J'ai une petite propriété que j'essaye de faire vivre. Alors, qu'est-ce que je fais je fais un petit peu de céréales, je fais beaucoup d'herbes, aussi bien pour les éleveurs que pour les éleveurs de chevaux. Et ça me permet d'avoir les bottes en caoutchouc et d'être au contact de ces gens-là et de comprendre leur désarroi qui est aujourd'hui toujours. Alors, on a signé des accords juste avant le salon de l'agriculture. Ça ne cache rien en fait. Tout ça est cousu de fil blanc. Et alors ils sont calmes aujourd'hui, mais à les entendre, et je les écouterai tout à l'heure, la colère gronde. Et alors, enfin bon, voilà ce que je pense de nos campagnes. Vous parliez des chevaux, nous avons appris que François Bayrou aimait bien les chevaux, mais lui c'est plutôt le vieux cheval sur leur tour, c'est le moins qu'on puisse dire. La France s'écroule. Nous sommes le pays qui se crispons le plus par rapport à ce qui se passe. On va en parler dans la deuxième partie de cet entretien, ce qui nous vient d'outre-Atlantique. Tout a, semble-t-il, été essayé. Les élections, ça ne marche jamais. Les manifestations, elles sont sévèrement réprimées. Vous avez été un gilet jaune, vous avez été un prince gilet jaune, Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme.
qu'est-ce que faire? Et ce n'est pas la formule de Lénine, pour ce qui me concerne. Pardonnez-moi, il y a une micro-coupure, j'ai pas bien compris votre question. Qu'est-ce que? Que faire? Et ce n'est pas la formule de Lénine. Alors j'ai écouté avec beaucoup d'attention Madame Moureau il y a quelques instants, et je la suis sur ce qu'elle disait. Moi, je pense que, enfin, les gilets jaunes, c'était quoi, si on va au fond du problème? Les gilets jaunes, ce sont des Français comme vous, comme moi, qui travaillent, qui sont dans nos villages, qui sont dans nos villes, et qui, à la fin du mois, n'avaient pas de quoi remplir leur frigidaire, qui n'ont pas les moyens d'avoir des enfants. Voilà. Aujourd'hui, les jeunes générations, quand on voit, ils travaillent, ils se donnent un mal de chien, mais comment voulez-vous qu'ils élèvent une famille quand on leur prend tout? C'est plus possible. Moi, je vois, encore hier, les fermiers autour de moi, il y a des propriétés de plus ou moins grandes, mais on va dire des petites fermes. Comment voulez-vous alors, le contrôle technique de la bagnole est devenu de plus en plus compliqué. Ils ont une voiture pour aller au marché, ils ont une voiture pour faire les choses autour de chez eux. Et on leur explique que cette voiture-là, il ne faut plus l'utiliser. Mais c'est n'importe quoi. Et en plus, on renforce les contrôles techniques. Alors, les contrôles techniques, je suis ravi pour eux. Mais bon, c'est pas ça qui fait avancer la France. Et alors maintenant, on va leur dire qu'il faut des voitures électriques. Mais c'est n'importe quoi. On avait en France nous étions les premiers dans la technologie du moteur diesel au monde. Tout le monde nous l'enviait. On a jeté ça à la poubelle pour faire venir des batteries chinoises et faire des voitures électriques. Il y a 10 ans déjà, je disais, plus de 10 ans, je disais, il faut investir le maximum sur l'hydrogène. Parce que l'hydrogène, il y a de l'eau qui sort. Alors, on m'a dit, oui, alors, l'hydrogène, c'est que pour les gros moteurs. Oui, en effet. Alors, mais alors, pour les bateaux, les trains, les camions. Mais moi, j'ai confiance dans nos ingénieurs. Si on peut faire des gros moteurs, on arrivera un jour très bien à faire des petits moteurs. Alors, on m'explique, oui, mais ça explose. Eh bien, si le moteur à essence n'explosait pas, je ne sais pas comment la voiture avancerait. Enfin, Bon. c'est toujours du grand n'importe quoi. Et alors, j'ai écouté un petit peu il y a un instant, et vous me parliez de le bon sens aujourd'hui, c'est ce que dit Monsieur Trump, et c'est ce mot que tout le monde a à la bouche aujourd'hui. Mais je vous rappellerai qu'en 2015, j'ai écrit un livre où je m'énerve un petit peu, et qui s'appelle Le bon sens au pouvoir. Et ça, c'était en 2015. Alors, je ne vais pas dire que… Vous avez eu raison trop tôt. Vous avez eu raison trop tôt. Mais c'est ça. Mais alors, j'ai fait des études de marketing, et la chose la plus difficile dans tout ça, c'est d'arriver au bon moment. Il ne faut pas arriver trop tôt ni trop tard. Bon, c'est pas très grave. Moi, je dis ce que je pense et j'avance. Mais ça me chagrine. Où que je regarde, je suis chagriné. Et c'est pour ça que je viens à la campagne. Je me ressource ici à la campagne. Et aujourd'hui, ou chez moi, grâce au débardage, j'ai plus Internet, j'ai plus de téléphone, j'ai plus rien. C'est absolument fantastique. Ça, c'est se ressourcer. Et c'est là où on est heureux. Enfin voilà. Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme. Je vous entends pas. Pour une raison quelconque, je ne vous entends pas. Et là, vous m'entendez ? Alors je vais continuer en solo. Vous ne m'entendez pas ? À m'énerver un tout petit peu. Tout à l'heure, avec Madame Moreau, c'était absolument passionnant. Elle parlait de mafia de nos politiques. Mais la politique aujourd'hui, les politiques partisanes, et évidemment, c'est une mafia. Ils sont élus par des partisans. Il faut forcément faire plaisir aux partisans pour être élus, parce que c'est leur rêve à tous. C'est de garder le fauteuil dans lequel ils sont assis. Et ils sont prêts à tout pour ça. Ils sont même prêts à pactiser avec les partis adverses. C'est ce que nous disait Madame Moreau il y a quelques instants. Alors, elle appelle ça une mafia. Moi, j'appelle ça la politique partisane, peut-être. Alors bon, chacun utilise le mot qu'il faut. Mais c'est vrai que depuis toujours, je dirais, depuis Pompidou, ils sont tous autour de moi. Alors, je les prends un témoin. Depuis Pompidou,
peut-être avant dans les premières républiques, mais on va parler de la Ve République, mais depuis Pompidou, ils se passent la main chacun leur tour, la droite et la gauche. Donc forcément, quand la droite arrive ou la gauche arrive, eh ben, il faut continuer à faire plaisir à la partie adverse, parce que le coup d'après, ce seront eux qui seront aux manettes. Donc il faut les ménager, ces gens-là. Enfin bon, je pense que je vous ai retrouvé. Alors je vais vous laisser me poser des questions. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends. Et vous? Ah oui, moi depuis le début, je vous entends parfaitement. Votre expérience américaine, vous êtes un prince qui avait parcouru le monde, il a été longtemps aux États-Unis. Vous avez entendu le discours, ou plutôt les conférences de presse entre Trump et Macron, et Trump a parlé de la France, il a parlé de cette France ancestrale, il a parlé de l'Europe ancestrale, il a parlé de destruction irrémédiable du patrimoine en Ukraine, de ces guerres. Il y a, semble-t-il, aux États-Unis, alors qu'on nous explique que c'est un bouffeur de hamburgers, chez Trump, plus d'amour et de souvenirs de la France éternelle. J'ai eu presque l'impression qu'il a envoyé Trump des messages subliminaux lorsqu'il avait Macron qui partageait un bout de table avec lui sur le G7, c'était de dire, est-ce que c'était pas clairement, il faut en revenir à la France d'ancien régime? J'ai eu cette impression qu'à un moment donné, on sait, hein, l'ensemble des dirigeants européens en prennent pour leur grade actuellement avec Musk. Hein, on voit comment ils les traitent. Et pour la France, on a l'impression que l'espoir peut-être aux États-Unis, si tant est qu'ils s'intéressent réellement à nous, c'est une restauration. L'époque, il l'a célébrée, où la France et les États-Unis étaient les meilleurs alliés du monde. Il se souvient, lui, de l'importance et du rôle de la France dans l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Alors, j'ai suivi tout ça de près. C'est vrai, j'ai passé 10 ans de ma vie aux États-Unis. À un moment, je suis même resté là-bas pendant 3 ans d'affilée sans revenir en France. J'étais devenu totalement américain, à tel point qu'on m'a proposé la nationalité américaine. Mais alors, aux États-Unis, et c'est tout à fait vrai, là-bas, quand vous acceptez la nationalité américaine, vous acceptez de faire un trait sur votre pays d'origine, de vous prêter serment au drapeau américain, que des choses auxquelles j'adhère. Hein. Prêter serment au drapeau américain, et que si par hasard votre pays d'accueil est en guerre contre votre pays d'origine, eh bien vous prendrez la défense de votre pays d'accueil. Toutes des choses auxquelles j'adhère totalement, et c'est peut-être ce qu'on devrait faire aussi en France. Mais un Bourbon ne peut pas renier son pays natal. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je suis revenu en France. Mais j'ai passé 10 ans aux États-Unis, et à cette époque-là, j'ai déjà rencontré M. Trump et sa famille à plusieurs reprises. Cet entrepreneur qui, à l'époque, travaillait dans l'immobilier. Alors, maintenant, pour revenir à ce qui se passe aujourd'hui entre la France et les États-Unis, le voyage de M. Macron, j'ai vu la première chose, c'était cette conférence de presse qu'a fait M. Trump pour lui-même d'abord, où il y avait M. Macron à côté de lui, qui l'a gentiment écouté pendant assez longtemps. Et ensuite, notre président a fait un petit mot. Mais pour moi, le voyage de notre président, à mes yeux, n'est qu'un faire-valoir. Il essaye de reprendre un peu la main sur... il essaie de faire quelque chose, entre guillemets. Et ce qu'il a dit après le message de M. Trump, la première, hein, pour moi, n'était que de la bouillie, pour essayer de montrer que l'Europe était là et qu'elle devait agir et avoir sa part des négociations. Moi, je dis quelque chose de simple. Vous savez, quand on négocie quelque chose, quand on n'est pas assis autour de la table, c'est vous le menu. Hein, voilà. On va résumer ça comme ça. Et si M. Trump s'est assis avec le président Poutine pour essayer de régler cette affaire sordide, grotesque et malheureuse de l'Ukraine, si l'Europe n'était pas là, c'est que l'Europe fait partie du menu. Voilà, c'est comme ça que je résume les choses. J'aime bien résumer les choses avec des images simples et claires. Alors, maintenant c'est vrai que M. Trump
à des affinités par rapport à l'Europe. Mais comment voulez-vous que les États-Unis n'aient pas d'affinités avec l'Europe? C'est l'Europe qui a fait les États-Unis. Comment dire? Les premiers colons, c'est les colons européens. Ce sont des Français, ce sont des Hollandais, des Anglais, des Allemands, tout ce que vous voulez. C'est ça, les États-Unis. D'ailleurs, il y a des anecdotes intéressantes. Il faut savoir que si l'anglais est la langue officielle des États-Unis, ça a été voté à l'époque, au début où les États-Unis étaient en train de se construire, et si l'anglais est passé, c'est à une voix près. Alors, je ne vais pas poser la question à tout le monde et essayer d'avoir une réponse, mais quelle était l'autre langue? C'est passionnant de le savoir. Eh bien, malheureusement, ce n'était pas le français, c'était le hollandais. Mais ça vous montre que ce pays a été fait par l'Europe. Alors, pourquoi il y a tant d'infinité entre la France et les États-Unis? Alors, oui, mais libre à nous de reprendre, d'être de nouveau un exemple. La France a été la première puissance mondiale jusqu'à la Révolution française, hein, disons-le, faut le dire. Depuis, c'est la dégringolade. Et puis dernièrement, à chaque fois qu'on a un nouveau président, on perd une place. Enfin bon, il y a un moment, il faut dire ça suffit. Mais libre à nous de redevenir cet exemple par notre culture, par tout ce que nous avons fait. Alors, pour revenir à ce que la France a fait aux États-Unis, il y a des choses très amusantes. Alors, il y a des choses que les gens ne savent pas. Il y a 38 villes dans le monde qui s'appellent Paris, dont une en France. Hein. Mais aux États-Unis, il y en a 29. Alors 29. Voilà, je suis sûr. 29 villes qui s'appellent Paris aux États-Unis. Je suis sûr que les Français qui nous écoutent peuvent taper le nom de leur ville ou de leur village aux États-Unis et voir s'il n'y a pas une ville qui porte le même nom. Vous serez surpris de la quantité. Tout ça, ce sont nos immigrés français. La famille française Cadillac qui est allée s'installer aux États-Unis, je vous le donne en mille. Devinez ce qu'ils ont fait une fois qu'ils sont arrivés là-bas. Eh bien, aujourd'hui, voilà, je ne sais pas moi, la Statue de la Liberté, l'intérieur de la Statue de la Liberté, c'est M. Eiffel qui l'a faite et elle est là-bas, elle trône, c'est l'emblème des États-Unis. Et alors, mais il y a même une tour Eiffel aux États-Unis. Vous allez à Las Vegas, il y a la tour Eiffel. Enfin, la Louisiane, pourquoi est-ce que la Louisiane s'appelle la Louisiane? Réfléchissons 5 minutes. C'est peut-être à cause ou grâce, comme des rois de France. Alors, Napoléon vend la Louisiane, pourquoi pas? En Louisiane, moi j'ai été en Louisiane, alors c'est particulier, hein. Ils parlent le cajun là-bas. Alors, le cajun, faut savoir que c'est la langue de nos colons de l'époque. Alors, déjà, c'était une langue qui venait du fin fond de la France, mais cette même langue, aujourd'hui, parlée par les descendants de ces gens-là, c'est très difficile à comprendre pour un Français. Bon, eux se comprennent entre eux, c'est très bien. Mais la France n'a pas arrêté d'influencer les États-Unis. Et les États-Unis nous le rendent bien. Première guerre mondiale, ils étaient là pour nous aider. Deuxième guerre mondiale, ils ont ouvert un deuxième front sur les plages de Normandie. On sait le résultat que ça a apporté. Mais il n'y a pas que ça. Louis XVI, alors c'est vrai qu'il a vidé la cassette ou le trésor, ou on doit parler ça comme vous voulez à l'époque, les finances de la France, comme on dirait aujourd'hui, pour aller aider les Américains à obtenir leur indépendance face aux Anglais. Mais c'était un investissement absolument fantastique. Alors d'abord, il y avait un peu cette vieille aigreur entre les Français et les Anglais qui date depuis très longtemps. Mais on a offert leur liberté aux Américains face aux Anglais. Alors voilà, mais les Américains s'en souviennent. Il faut savoir que l'ambassadeur des États-Unis, traditionnellement, le 21 janvier, met des fleurs sur la place de la Concorde. Il faut se poser des questions, il faut voir les choses. Et quand M. Trump nous explique que l'Europe, la vieille Europe, etc., oui, c'est la vieille Europe. La vieille Europe, ce sont les parents des États-Unis. Et aujourd'hui, on a l'enfant que l'Europe a engendré là-bas sur ce nouveau continent, qui revient voir ses parents et qui leur dit vous perdez la tête, vous faites n'importe quoi. Alors, c'est peut-être un petit peu, on devrait avoir un petit peu plus d'égard vis-à-vis de ses parents, mais peut-être que les parents étaient trop loin aujourd'hui. Alors, il faut corriger les choses. Il faut que peut-être les parents se posent la question. Moi, j'ai 4 enfants.
Aujourd'hui, ils travaillent tous. Ils m'apprennent des choses tous les jours. C'est pas parce que je suis leur aîné que je sais mieux que eux. Non. Aujourd'hui, si je veux être à la page dans ce qui se passe autour de moi, dans la jeunesse d'aujourd'hui, eh bien, j'écoute mes enfants. Ça m'intéresse. Toutes les nouvelles technologies avancent à une vitesse faramineuse. Et c'est grâce à eux que je suis à la page. Donc il faut écouter cette jeunesse et ce nouveau continent, comme on l'appelle, comme on l'a rappelé jusqu'à maintenant. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.